Grand succès populaire pour Alexandre qui nous apporte le café. Il le sert à Pierre Starobinski. On rappelle que cette semaine est consacrée aux écrivains voyageurs, en particulier naturellement à Nicolas Bouvier à propos d'une superbe exposition dont vous êtes le commissaire. Peut-être juste un mot avant que Elisa présente les autres invités. Hier soir, il y avait déjà une première manifestation autour de Nicolas Bouvier, photographe, les photographes. Cela s'est bien passé ? Oui, c'était plein, et puis c'était l'occasion de découvrir des photographies tardives de Nicolas à une période où il n'avait plus sa chambre noire et où il prenait des photos couleurs. Et hier soir, les gens ont pu découvrir environ une quarantaine à une soixantaine de diapositives qui étaient inconnues. D'accord. Elisa, vous présentez nos deux autres invités. Je vais commencer par Anne Deria. Anne Deria, nous l'avions rencontrée ici sur le plateau de Zigzag Café il y a un an, lors d'un hommage que Zigzag rendait à Ella Maillard. Et Anne, vous revenez aujourd'hui avec un livre dédié à Ella Maillard, chère Ella. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et Philippe Clohagen, ça tombe très très bien, notre guide du routard. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du guide du routard. Vous êtes responsable de la 25e édition, puisqu'on fête cette année les 25 ans du guide, avec également la 2e édition suisse. Voilà, d'abord merci de m'inviter. Je suis effectivement le responsable de l'ensemble de la collection, mais j'aimerais aussi présenter le rédacteur en chef suisse, puisqu'il est juste derrière moi, Christian Chevrolet, il est quelque part dans la salle en tout cas. Derrière vous, tout parce que c'est ce guide du routard suisse, j'en suis particulièrement fier, puisque ça a été un très grand succès l'année dernière. Et donc là, notre actualité, c'est effectivement cette 2e édition. Et l'autre spécificité de ce guide, c'est que c'est une équipe qui est totalement suisse. Pour la première fois, avec la Belgique, nous n'avons pas envoyé nos collaborateurs, baroudeurs, enquêteurs français pour découvrir la Suisse, mais on s'est dit que pour la Suisse est un pays quand même très particulier, très spécifique. Il fallait vraiment des Suisses, et je crois que le succès du guide du routard est bien la preuve que c'était une bonne idée. Merci Philippe Clohagen. D'ailleurs, vous êtes d'autant plus votre place ici que Nicolas Bouvier. Vous l'avez rencontré, comme naturellement Anne Deria, comme nous tous. C'est un homme qui est de cette génération finalement des écrivains voyageurs, que l'on parle de Topfer, que l'on parle de Sangria, de Sandrard bien sûr, d'Ella Maillard, de Pestelli, il y en a quantité d'autres, de Chapa. Je pense c'est curieux d'ailleurs, ce pays dont d'ailleurs Nicolas Bouvier disait, c'est plutôt un pays où il y a une constante de nomadisme et d'inquiétude plus que de sérénité. Donc je ne sais pas si on le retrouve dans votre guide du routard suisse, à savoir comment est-ce qu'ils travaillent eux de leur côté. Mais aujourd'hui, c'est vraiment en rencontre avec Nicolas Bouvier. Et Nicolas Bouvier qui va nous dire d'abord son goût du voyage, Elisa. Exactement, le goût du voyage. Il vient parfois par hasard, parfois par provocation, soit une fuite, soit simplement aller chercher ailleurs si on y est mieux. Et c'est Nicolas qui nous explique un peu ses goûts de voyage. Je crois que le goût du voyage a eu, pour moi, 2 origines très différentes. D'une part, il y avait les énormes lectures qu'on faisait comme petits gamous à une époque où les médias n'existaient pas. Il y avait donc pas... On bouffait des livres à la chandelle, véritablement. Et dans ces livres, il y avait le Klondike, les traîneaux à chiens, le capitaine Corcoran, les Rajput, tout ce qui fait rêver. C'était une chose. Et l'autre était d'échapper un peu à la niche suisse dans laquelle on avait eu la chance de rester bien au chaud pendant que l'Europe était mise à feu et à sang, mais il y avait quand même toute une curiosité qui ne pouvait pas se libérer. De telle sorte que sitôt que les frontières se sont ouvertes, je suis parti. J'avais 15 ans. La progression vers l'Asie, puisque l'Asie c'est ma grande paroisse, dont beaucoup de paroissiens me sont encore inconnus d'ailleurs, elle s'est faite de façon très très graduelle. Pour moi, l'Asie commence à l'est de Trieste. J'espère ne pas offenser mes compatriotes européens en disant ça, mais j'aime tellement l'Asie que c'est un compliment que je leur fais. Parce que cette espèce de goût de l'Est est venu chez moi à travers la musique populaire que j'ai découvert en Yougoslavie, peu de temps après la guerre. J'étais en Yougoslavie la première fois, avant même la brouille entre Tito et Staline. C'était donc encore un pays de flics terrible.
où les autochtones n'osaient pas parler à l'étranger. La musique, cette musique que j'adorais, a servi de sésame. C'était un véritable sésame. Et j'ai même pu entrer un des premiers Kudelski dans ce pays. Et on sait que dans un pays flicard, on n'aime pas beaucoup les petits enregistreurs qui se remontent à la main. Ça se remontait encore comme un gramophone. Et sitôt que je disais, mais c'est pour enregistrer tel type à la cornemuse, ou tel autre au violon, ou tel autre à l'accordéon, même les flics auraient arrêté la circulation pour me donner des adresses. C'était donc une passion qui m'a conduit de plus en plus loin parce que j'ai remonté au fond cette musique jusqu'à ses origines. En suivant un peu la route des Tziganes qui sont venus du Pamir et puis qui sont arrivés dans les Balkans avec leurs trucs musicaux. Alors le problème de changer de vie, c'est un changement que je souhaitais énormément, puisque j'avais d'une part souffert d'un certain confinement, et d'autre part je voulais échapper aussi, j'ai parlé de niche, mais enfin je voulais pas m'appeler Médor, et vous savez comment ça se passe ici, bon, on termine des études, et puis on devient assistant professeur à la retraite, on est à la VS et à l'AI et dans la tombe, et j'avais pas du tout envie de cette trajectoire. Et j'avais commencé d'ailleurs, avant ce grand départ, j'avais commencé à voyager bien avant. J'étais allé en Laponie, au Sahara, seul en général. Et voir des habitudes remplacées par d'autres, c'était pour moi un bienfait, une joie. Je crois que je n'avais plus d'autre but que de poursuivre cette vie de voyage qui était une vie de roi. Bien que par moments elle fut très très difficile matériellement, ayant peu d'argent, mangeant mal, étant malade, ayant parfois peur. Mais c'était une vie qui me comblait. Oui, alors Pierre, venez à notre secours parce qu'on a toujours la même difficulté. Lorsqu'on essaye de parler de Nicolas Bouvier, qui est-ce? Iconographe, photographe, voyageur, écrivain, esprit encyclopédique. Comment, bon, là on privilégie le voyage, mais si on résume la vie de Nicolas Bouvier au voyage, on est un peu court peut-être. Ah oui, moi je pense qu'on ne peut pas le dissocier d'aucune de ses facettes, hein. Il est tout ça à la fois. Il est un homme extrêmement attentif au monde. Il est quelqu'un qui privilégie la relation à l'autre et qui a une écoute fantastique et puis qui aime se perdre, s'éprouver sur les routes du monde et se restituer à travers l'écriture. C'est un écrivain, moi, qui m'a enchanté. C'est quelqu'un qui... c'est bizarre, à la fin de toutes ces lectures, 2 ans de lecture de Bouvier, on essaye de retrouver toutes les préfaces, tous les articles qui sont épars comme ça à droite et à gauche. Il faut lire autre chose après. Et dans le autre chose, ben, il m'a fallu 2 mois pour trouver quelqu'un qui tienne la route et qui puisse venir après. Et bizarrement, c'est encore un Suisse voyageur, mais bon, Sandrard. Oui, mais je crois que ben, cette qualité-là, elle est rare. On la compte sur les doigts d'une main dans un siècle en Suisse. Qu'est-ce qui pousse tout de même un certain nombre de Suisses à avoir la bougeotte, hein? Lui disait c'est une génération qui a envie de bouger, qui est un peu mal à l'aise. Enfin, moi, je ne peux pas répondre à sa place, hein. Il nous le dit, lui, très bien. C'est d'une part d'avoir vécu l'enfermement et d'avoir regardé un monde se détruire et de ne pas, tout d'un coup, d'avoir ce sentiment de ne pas faire partie de ce monde. Et je crois que c'est ce qui est d'abord le moteur qui le pousse. Et puis, ensuite, il y a quand même une grande chance qu'on a et qu'on oublie parfois, c'est la qualité de l'éducation qu'on peut avoir dans ce pays qui nous ouvre le regard sur le monde. Et ensuite vient la curiosité. Et Nicolas, curieux de tout, il ne pouvait pas rester en Suisse et se satisfaire de cette géographie. Anne Deria, si on vous demandait, à votre tour, je poserai la même question à Philippe Clohagen, de nous faire un tout petit portrait de Nicolas Bouvier, ou qu'est-ce qu'il représente pour vous, vous qui l'avez vu, rencontrer la Maillard, vous avez discuté avec Nicolas, qu'est-ce que vous en diriez, vous? Pour moi, c'est d'abord... moi, j'étais d'abord touchée par l'écriture de Nicolas Bouvier. Pour moi, c'est la sobriété, je dirais, l'économie de moyens. Et cette manière d'aller au cœur des choses, illico. Et c'est là peut-être où ils étaient proches, où il était proche d'Ella. Et ce que je dirais également, c'est qu'il parlait de la Maillard en disant... Non, c'est-à-dire, c'est l'inverse. Ella parlait de lui en disant elle l'avait
en quelque sorte, elle l'avait encouragé à partir. Joué un rôle important. Elle avait joué un rôle important par rapport à ses parents, je crois. Parce qu'elle avait été racontée à ses parents son voyage en Afghanistan avec Anne-Marie Schwarzenbach. Elle avait dit, mais écoutez, nous, 2 femmes, on dort au bord de la route, on fait notre risotto sur notre primousse. Alors, quand les parents de Nicolas avaient entendu ça, d'après elle, ils avaient dit, bon, alors si 2 femmes font ça... Philippe Lohagen, si on vous posait la même question, à savoir, vous d'abord, vous l'avez rencontré aussi, Nicolas Bouvier. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer une fois Nicolas Bouvier, au même endroit que j'ai rencontré Ella Maillard, d'ailleurs, c'est au festival Étonnant Voyageurs à Saint-Malo, qui vient de se terminer, là, il y a quelques jours, et c'est vrai que c'est une mecque de rencontres absolument exceptionnelles. Alors pour moi, Nicolas Bouvier, ce qui est intéressant, c'est que je veux pas du tout le réduire à la dimension du voyageur, parce que, mon Dieu, des gens qui voyagent, tout le monde en connaît, j'en connais beaucoup, j'en fais travailler, c'est pas ce qui est intéressant pour moi, c'est d'abord un poète, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a voyagé, mais qui écrit d'une façon absolument exceptionnelle. Tout le monde qui a fait un tour du monde, et malheureusement, il y en a beaucoup, a sorti son petit livre sur ses pérégrinations. Même Jacques Séguéla a sorti son tour du monde de chevaux. Bon, quand vous lisez Nicolas Bouvier, je veux vous dire que c'est quand même quelque chose. À la limite, il voyagerait pas. C'est quand même un poète, c'est un grand écrivain. Et ce qui est intéressant, il vient de le dire dans le petit reportage que vous venez de passer, c'est que la vie qu'il a menée, c'est lui qui l'a décidé. Et je crois que c'est un bon exemple. Tout le monde n'a pas les talents de Nicolas Bouvier. Donc, lui, il savait écrire, tant mieux pour lui. On n'arrive pas à sa cheville. Mais il l'a dit, j'ai souffert, mais j'ai quand même une vie de roi. Et en fait, parce qu'il l'a voulu. Et c'est ça l'exemple que je retiens de Nicolas Bouvier. Oui, ce qu'on peut dire d'ailleurs, puisque cette émission est suivie par des classes d'Yverdon, c'est des jeunes, c'est peut-être pour eux aussi l'occasion, à la fois peut-être à travers le guide du routard, à travers l'exposition qui est proposée, et surtout à travers la découverte de Nicolas Bouvier. Je suppose que vos enseignants, à partir de maintenant, vont vous dire qui il est, mais afin qu'il vous donne à votre tour le goût de pouvoir un jour partir, et partir dans certaines conditions. Alors, on imagine, si vous ne le connaissez pas, qu'il voyageait à l'aise, le guide du routard sous le bras, en se disant comment je vais me débrouiller, est-ce que je ne vais pas perdre ma carte de crédit. C'était pas tout à fait comme ça. C'était plus un voyage initiatique. Exactement. Et d'ailleurs, nous allons retrouver Nicolas qui nous parle de ce voyage initiatique dans le cadre d'une émission réalisée ici à la télévision suisse romande, L'espace et la mémoire, en 1984. Il y a dans une longue route un côté initiatique dans la mesure où, au fur et à mesure qu'on progresse, on se dépouille. On voit d'ailleurs le bagage matériel qu'on emporte se faire de plus en plus petit. Il y a des objets qu'on vous vole. On ne les remplace pas, ils étaient inutiles. Il y a des objets qu'on perd. On ne les remplace pas, ils étaient inutiles. Pareillement, il y a des illusions qu'on perd en route, des idées qui vous abandonnent, tout un fatras mental qui était inutile. Et c'est là que c'est initiatique, parce qu'on maigrit mentalement. Et ce qui reste dans le bagage, en général, ce sont des choses qui font le carat, qui tiennent le coup. D'accord, Pierre? Ah oui, absolument. Dans le voyage initiatique, moi, dans ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à l'économie des mots, moi j'ai une petite anecdote qui me reste en tête, c'était Nicolas Bouvier qui me racontait sa première rencontre avec Ella. Et il était allé la trouver avant de partir sur les routes du monde. Et il lui aurait posé des questions pour trouver le meilleur chemin sur la route du sud ou la route du nord pour traverser l'Iran. Et Ella, qui ne le connaissait pas à l'époque, aurait répondu, « Jeune homme, partout où il y a des hommes qui vivent, vous pouvez voyager. » Économie de moyens. Et on pourra rappeler d'ailleurs, Anne Deria, que Ella Maillard avait posé la même question à Teilhard de Chardin. Ce qui vous montre quand même que sur une période comme ça, il y a des rencontres tout de même extraordinaires. On imagine la conversation qu'il y avait entre Ella Maillard et Teilhard de Chardin du côté de la Chine pour savoir quel était le bon col pour se rendre sur d'autres terres. C'est fascinant, non? Qui a interrogé Marco Polo? Nous ne remonterons pas jusque-là aujourd'hui. Un troisième extrait. On a beaucoup parlé de lenteur, de rythme. Nicolas a pris beaucoup de temps à voyager, il a pris également beaucoup de temps à écrire. Et parfois, parfois entre le voyage et l'écriture, il s'est passé des années. Et à l'intérieur de ces années, il y a eu tout un voyage, toute une analyse. C'est peut-être le voyage intérieur dont il nous reparle dans le cadre de toujours cette émission, L'espace et la mémoire. Eh bien, dans un voyage, il y a toujours un aspect rétrospectif. Il y a ce qu'on vit sur le terrain,
et il y a ce qu'on comprend ensuite. Il y a une quantité de choses qu'on vit et qu'on ne comprend pas, qu'on ne s'explique pas. Des choses qui vous arrivent qui sont mystérieuses. Et il faut que beaucoup de temps passe, qu'on fasse beaucoup d'autres expériences, qu'on rencontre d'autres gens, pour que le vin se fasse. Et quelquefois, c'est très long. Je viens d'écrire, enfin il y a 2 ans, le récit d'un séjour à Ceylan abominable, que j'ai détesté, qui a duré 1 année, c'était vraiment une saison en enfer, 4 saisons en enfer. Eh bien, il m'a fallu laisser passer 23 ans pour oser écrire sur cette année. Il y a donc toujours ces 2 temps du voyage, de telle sorte que même si demain j'étais frappé d'hémiplégie ou de maladie et que je ne puisse plus circuler comme je le souhaite, je pourrais continuer à voyager dans ma tête. Alors Pierre, bon, c'est vrai qu'il faudrait être clarifié un tout petit peu parce que des gens qui racontent un voyage, un récit, j'ai vu telle chose, j'ai rencontré telle personne, c'est une catégorie de voyageurs. Il y a une autre catégorie qui seront les grands reporters, écrivains-reporters, Kessel, Dos Santos et d'autres. Et puis vous avez des gens comme Nicolas Bouvier qui vont aller à Ceylan par exemple, mais qui de Ceylan raconteront ce qu'ils ont vécu au plus précis du quotidien et pas du tout il vous faut vous rendre à tel endroit ou il y a telle personnalité importante à rencontrer. Ça, c'est une autre catégorie d'écrivains voyageurs. Oui, parce que Nicolas nous parle de son expérience, de lui, de ce qu'il a vécu dans la rencontre des gens, mais dans la rencontre de lui-même avant tout. Hein. Il est allé s'éprouver sur les routes du monde, on le dit, et puis il se restitue, et il se restitue dans la lenteur. Il met 23 ans pour écrire Le Poisson-Scorpion. C'est un exercice que pas tout le monde peut faire. Il faut avoir un cadeau qui est une mémoire en or. Et Nicolas, il a cette mémoire. Il a cette mémoire grâce à ses notes, grâce à ses photographies, mais c'est quelqu'un qui va l'entretenir et qui va faire des exercices de mémoire sur son sentiment profond. Il va raconter sa descente en enfer. C'est la maladie à Ceylan. C'est la grande déprime. C'est l'abandon. C'est la femme qui l'abandonne au moment où il espérait trouver l'amour. C'est ces sentiments qu'il va nous donner à partager. C'est là où il est universel, parce qu'il nous touche très profondément, parce qu'il dit des choses qui ne sont pas forcément le déplacement. Il se déplace et il arrive quelque chose. Et c'est ce qu'il arrive qui l'intéresse. Pas forcément quelle route, quel chemin, quelle ville. Et il est universel en ce sens. Alors on a beaucoup parlé, on a fait quand même allusion à cela, hein. On a parlé de quelqu'un qui était un peu considéré, qu'il considérait un peu comme sa marraine. Et il faut préciser que Nicolas Bouvier, on avait le projet d'ailleurs ensemble hein, de lui consacrer une semaine Zigzag Café, en espérant que la santé lui permettrait de le faire. Et puis le sort, on a décidé différemment. Mais nous l'avions reçu à l'époque, lorsque, et Anne s'en souvient, une émission avait été consacrée à Ella Maillard. Tout à fait, Ella Maillard, qui est née en 1903 et qui, elle, est devenue voyageuse un peu comme ça par hasard, en fait, qui fuyait une Europe qui devenait de plus en plus dangereuse et hostile. Et lors de l'émission qui lui était consacrée, Nicolas parle un petit peu de sa relation, qui n'était pas du tout une relation intellectuelle, mais qui était plutôt une espèce de conseil, de guide de routard entre Nicolas. J'ai fait sa connaissance en 1952. Et je voulais des renseignements tout à fait ponctuels et précis sur la route de Kaboul. En fait, tout avait changé. Nous n'avons pas suivi le même itinéraire. Moi, j'ai pris par le sud, elle avait pris par le nord. Elle avait été extrêmement laconique dans ses conseils. Elle m'avait dit, eh bien, écoutez, partez, et puis, si ça ne vous plaît pas, rentrez chez vous. C'en était resté là. C'est assez clair, quand même, comme conseil. Elle m'avait même donné un conseil qui était un peu utopique, qui était d'emmener une chèvre avec moi et de la traire tous les soirs. Alors, moi, j'avais une Fiat Topolino. Vous me voyez dans une Topolino avec une chèvre. Là, enfin, bon, je lui ai écrit en route. Et puis ensuite, dès mon retour, alors on est devenus vraiment très bons amis. Et puis elle a suivi mes périples avec beaucoup d'indulgence et de sympathie. Alors Pierre, avant qu'on parle avec derrière de son livre Cher Ella, il y a quand même un trait là qui transparaît, qui est important, c'est Nicolas et l'humour. Ah oui, mais... C'est un homme qui aimait rire, c'est un homme qui aimait la compagnie, c'est un homme qui aimait le jeu d'esprit. Oui, il avait écrit dans un de ses carnets, en gros, il y a une page pratiquement d'un de ses carnets qui dit « Une journée où je n'ai pas ri est à mettre au panier ». Et je me rappelle de ce qu'il disait des Baloutches. Quand il est arrivé dans le Baloutchistan, il s'est dit « Là, je vais me sentir à l'aise » parce qu'il a vu ces personnes perchées sur des grands vélos anglais. Et d'un coin du bazar à l'autre, il s'interpellait et il se lançait comme ça des gags à la figure.
Et les gars tombaient de vélo, de rire. Et quand il a vu ça, il s'est dit, là, je serai bien. Là, je peux poser mon sac un moment. Voilà, derrière vous reçoit sur ce plateau. Ben voilà, on parle de Nicolas Bouvier, on parle d'Ella Maillart naturellement, de ces fameux écrivains voyageurs. Vous publiez Actes Sud, un ouvrage qui s'intitule Chère Ella, tout simplement, élégie pour Ella Maillart. Je ne vous cache pas que, d'abord, on a eu le plaisir de vous rencontrer, d'évoquer avec vous la mémoire d'Ella Maillart, de savoir quel rôle vous avez joué auprès d'elle, on y reviendra. Mais lorsque vous m'avez envoyé ce livre, je me suis dit, oulala, pour Anne Deria, c'est le livre de tous les dangers. À savoir le livre de quelqu'un qui a eu le privilège, l'honneur et en même temps la force d'accompagner Ella Maillart les dernières années de sa vie, d'être auprès d'elle jusqu'à son dernier souffle, de recueillir un certain nombre de mots, de signes, de gestes, de traits sur la mémoire, et puis ensuite de les consigner dans une élégie. C'est pas une démarche très facile, ça. Bon, c'était peut-être dans le prolongement de ce que j'ai vécu. Pour moi, il n'y avait pas, si vous voulez, ce livre, il est né en même temps que ma rencontre avec Ella. Il raconte d'ailleurs, au fond, votre rencontre, oui. Mais avec à la fois la grâce et l'esprit. On peut le dire. Allons-y. C'est vous qui le dites, alors. Oui, c'est moi. Oui. Bon, n'est-ce pas, moi j'étais obligée de l'écrire, ce livre. C'était pour moi un acte de fidélité. 2 jours avant de partir, elle m'a dit, toi, tu as été fidèle au poste. Eh bien, je devais prolonger cette fidélité par ce livre, parce que, n'est-ce pas, on avait beaucoup parlé de cette Ella Maillart qui avait un mauvais caractère, de cette extraordinaire exploratrice, de cette grande voyageuse, de cette femme qui, en fait, n'était pas vraiment écrivain, mais plutôt voyageuse, parce qu'elle écrivait pour pouvoir vivre. On a dit tout ça, et finalement, moi, j'ai pas rencontré cette femme-là, n'est-ce pas? J'ai rencontré une autre femme, enfin c'était bien la même, mais qui était dans une autre phase. Je voudrais employer un mot, et il faut faire attention avec ce mot parce qu'il pourrait être mal compris, c'est le mot ordinaire, mais dans le sens noble, dans le sens où Ramana Maharshi disait « la sagesse, c'est d'accepter de devenir ordinaire ». Et c'est un mot noble, en fait. Est-ce qu'au fond, Ella Maillart, à ce moment-là, vous a offert, alors qu'elle a offert aux autres les récits de voyages, de rencontres, d'étonnements, de réflexions. Elle vous a offert à vous, d'une certaine manière, le silence, des contemplations. C'est ça, exactement. Exactement, donc elle était devenue, elle parlait beaucoup moins, surtout la dernière année. La première année, bon, elle parlait encore un peu, mais à la fin, elle parlait beaucoup moins. Et c'était, comme je l'ai dit, c'était pour moi de la poésie, n'est-ce pas? J'avais l'impression que j'étais en face d'un poète qui, de temps en temps, disait une phrase qui résumait le monde entier. Et moi, j'étais fascinée par ses propos. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, mais là, ce que vous dites, ça me touche, je trouve ça très beau. Alors c'est là où elle m'a dit, ben, si ça t'intéresse, prends des notes, n'est-ce pas? Et j'ai jamais osé prendre des notes. J'écrivais le soir, j'essayais de me souvenir. Il y a une chose qui est, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais Ella Maillart avait l'habitude de le dire, j'ai publié un certain nombre de récits de voyage. Je ne suis pas un écrivain voyageur, je suis quelqu'un qui a raconté des voyages, ce qui est tout à fait différent. Et il y a un seul livre à propos duquel je peux dire ce livre-là, en tout cas moi, je le considère comme mon livre, et c'est un livre qui s'appelle Tippous. Oui, elle disait que c'était son chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un chat. Voilà, elle disait que là, elle avait vraiment mis le meilleur d'elle-même et tout ce qu'elle avait mis son cœur dans cette histoire de Tippous. C'est elle qui le disait, oui. Parce que ce qui est intéressant, et à propos de ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, c'est que c'est le récit d'un voyage, mais cette fois, il y a un témoin du voyage qui est un chat qu'elle va emmener partout. Donc le quotidien, donc la difficulté d'être, ou le souci rencontré par Nicolas Bouvier à Ceylan, c'est un peu la même chose. Hein. Au lieu de dire « j'ai vu le sage était à tel endroit et il m'a appris ça », elle nous parle aussi des soucis à propos du chat qu'on a perdu dans la gare. Exactement. Et c'était une vraie relation d'amour avec ce chat, ça on l'a déjà dit. Et bon, ce qu'il faut aussi dire d'Ella Maillart, je crois que les photos qui ont été choisies comme il y a beaucoup de belles photos, je pense qu'elle avait aussi un œil, d'ailleurs elle le disait elle-même, si j'avais pu étudier quelque chose à l'université, j'aurais fait ethnologie ou ethnographie. Et je crois qu'elle avait le sens du détail
toujours, n'est-ce pas, dès ses premiers voyages et dès ses premières tentatives de restitution, que ce soit par le texte ou par la photo. Elle avait ce sens du détail qui, et à la fin de sa vie, en fait, était quelque part dans une sorte de paroxysme, puisque le détail, le moindre détail contenait le tout. Vous voyez, quels sont les derniers mots qu'elle a dit? Oui, alors les derniers mots, c'était, elle l'avait dit en anglais, I will die soon. Donc c'était ça les derniers mots, et n'oublie pas les Tibétains. La mémoire. Voilà. Et la mémoire, et pour les Tibétains, bon, on a dit beaucoup de choses sur son attachement à la religion hindoue ou au christianisme, etc. Je crois que pour elle, le Tibet et les Tibétains, c'était d'abord un art de vivre et c'était surtout un sourire. Merci Anderia. Juste une chose que vous allez nous raconter encore, parce que vous avez été un peu, d'une certaine manière, la gardienne du temple. Alors il y avait les gens qui montaient vers le chalet de Chandolin, et puis vous étiez sur le bord du chalet, et alors elle vous disait à l'intérieur, va voir qui c'est, et selon qui c'est, tu dis que je dors, qu'on ne peut pas me déranger, ou qu'on c'est bienvenu. Alors lorsque Nicolas Bouvier arrivait, est-ce qu'il est arrivé qu'elle dise non, je dors, ou est-ce qu'il est arrivé qu'elle dise, mais accueille-le tout de suite? Ah non, je pense que s'il était venu, elle l'aurait accueilli. Elle avait beaucoup de... C'était un peu... Il y avait une relation... Comment dire c'est difficile de trouver les mots pour le dire, mais je raconterai peut-être une anecdote, si je peux. Elle a donné une conférence à Genève en 95, sauf erreur. Et Nicolas Bouvier devait la présenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il devait l'introduire. C'était au musée d'ethnographie, juste en face de chez nous, là, sauf erreur. C'était la bibliothèque. Enfin, il devait l'introduire. Et il y avait une manifestation à Genève, cette fois, ce jour-là. Alors, Ella était très à l'heure avec moi, forcément. Là, il y avait tous les Cannes, etc. Il y avait Lambert qui était là. Et puis, Nicolas est arrivé un peu en retard. Alors, évidemment, elle était avec ses 93 ans, sa blouse turquoise, le collier en or de sa mère, etc. Et puis, Nicolas est arrivé avec son pardessus. Et elle lui dit comme ça... Mais tu te crois en visite, enlève ton manteau. Et alors, elle le tenait comme ça pour quelqu'un qui devait presque un peu l'aider à vivre ou je sais quoi. Et puis après, ce qui était extraordinaire, c'est que Nicolas a très docilement enlevé son pardessus, s'est assis à côté d'elle et a commencé à parler de la coquetterie d'Ella. Alors je trouvais qu'il y avait une relation entre les deux qui était loin d'être... Une fois, je me rappelle aussi dans une émission où j'ai vu ça, ils s'étaient amusés à intervertir leurs âges dans leur présentation. Alors tout d'un coup, Ella était Nicolas était un très vieil ami et Ella était quelqu'un de très jeune et que Nicolas avait rencontré. Donc ils avaient comme ça une complicité. Pour référence, c'est une émission Plume en Liberté qui était enregistrée à Zurich avec un face-à-face radio entre Ella Maillard et Nicolas Bouvier qui prouvait, si nécessaire, les liens d'amitié qu'ils avaient ensemble. Retour un tout petit peu à Nicolas Bouvier. Et retour, oui, parce qu'il y a une autre très belle femme, naturellement, beaucoup plus proche de Nicolas. Eliane, la femme de Nicolas que nous avons découvert hier et à qui nous avons posé la question qu'il fallait poser au retour des voyages, comment était Nicolas? Très difficile. Très difficile, parce que c'est toujours très difficile. Il partait pour de longues périodes, souvent. Quand je suis rentrée du Japon, par exemple, avec mes 2 enfants tout petits, il est revenu 4 mois après. Et il s'étonnait que les enfants ne lui fassent pas la fête. Bah, évidemment, ils avaient oublié entre-temps, puisque je m'occupais d'eux. Et ça a toujours été un problème. C'était que quand il partait pour une certaine durée, il s'attendait à ce qu'on déroule le tapis rouge, alors que pour nous, on se disait, bon, bah, Nicolas rentre. Et voilà, sans plus. Et ça le vexait un peu. Quel était son rapport avec le quotidien? Alors, le quotidien, c'était vraiment pas la chose qu'il préférait. Il fallait le vivre, puisqu'on y était. Mais sans horaire, sans... Moi, avec lui, j'ai dû apprendre la patience. J'ai dû apprendre une énorme patience. Parce qu'il était complètement, quand il était sédentaire, très désorganisé. Quand il est voyageur, il est follement bien organisé. Et c'est toute la différence. Tandis qu'à la maison, il partait de l'idée que j'assurais le quotidien puis que ça fonctionnait.
Ouais, derrière les écrivains voyageurs, il y a une femme, non, qui doit bien avoir de la patience pour le retour au port, le quotidien. Ah ouais, il y a une femme merveilleuse, Eliane, et puis il y a une femme surtout très forte qui a heureusement tenu le coup toutes ces années, parce que ça ne devait pas être simple de voir Nicolas partir chaque année pour des voyages plus ou moins longs. Bien sûr. Vous lui posez une question. Oui, puis on peut voir d'ailleurs dans l'exposition que Nicolas prenait énormément de notes sur son quotidien en voyage. Et c'est peut-être de cela que Eliane voulait parler. Il était très organisé. On peut lire par exemple à côté de tel et tel hôtel, griffonné sur un ticket, cet hôtel a l'air con. Et cet hôtel à l'air con, c'est un peu le langage qu'on retrouve... C'est-à-dire qu'il travaillait pour le routard, c'est ça que vous voulez dire au fond. C'était un des premiers guides 25 ans avant. C'est la vérité, là, alors. C'est lui qu'on a créé le guide du routard, voilà. Mais quand il écrivait cet hôtel à l'air con, il voulait dire à l'air conditionné. Donc c'était encore un trait d'humour. Je pensais que tu parlais du patron. Certainement qu'il en a rencontré comme ça. Et on retrouve plein de petites notes comme ça, sur tel repas, tel endroit, etc. Donc, mais ça fait partie de l'exercice de la mémoire. Je crois qu'il en avait besoin de ça, parce qu'il était très conscient qu'un jour il restituerait. Et que pour lui, d'aller se perdre sans donner à voir, il dit aussi toutes les manières de voyager sont bonnes pourvu qu'on en revienne. Et il ne juge pas le voyage. Il est là, il est un peu avec la Haute-Seu en disant un voyage futile de 1000 lits commence sous votre semelle. Et bien sûr, c'est merveilleux, et il ne catégorise pas le voyage. Il n'y a pas de catégorie. Le voyage de Saint-Gria en vélo jusqu'en Provence est tout aussi important et merveilleux que son voyage à lui. Et il le dit, il y a des gens qui arrivent à voyager, leur cul posé sur leur chaise dans leur salon. Tant mieux, ce sont des forts, pas moi. Moi, j'ai besoin de la géographie et de l'espace. Alors, démonstration au Journal d'Aran, hein, le fameux Journal d'Aran et autres lieux. Alex Descotes s'est rendu sur place. Il a fait un certain nombre d'images qui sont magnifiques, et en même temps, il relit le texte de Nicolas Bouvier. Pas question d'aller aujourd'hui sur les brisants des falaises de l'Ouest, trop de vent pour la longue approche qu'on ne peut faire qu'à pied. Sommes partis vers la pointe nord-ouest de l'île, par une route crevée qui cahote énormément, et s'arrête sans crier gare au bord d'une lagune d'eau morte. Il y avait là 3 coracles, les canoës que les Iliens utilisent pour la pêche côtière, retournés, amarrés par des cordes, attendant la belle saison pour être calfatés et remis à l'eau. Et grandes sarabandes d'ordures et détritus vagabonds qui tournent autour de l'île, au gré de la bourrasque et des courants marins. Une désolation indicible. Michael est sorti de la voiture en se battant avec la portière que la tempête lui arrachait. Il porte, je ne l'avais pas vu hier soir, une chaussure compensée et boite bas, sans doute suite à une polio mal soignée. Les lapins de Garenne, petits culs blancs frémissants, s'égaillaient et déboulaient sous nos pieds. Sur le chemin du retour, croisait une charrette dont le cheval s'était emballé. Michael a mordu sur le talus pour lui laisser le passage. Je suis monté, seul, en zigzagant, entre Gentiane et Muret, jusqu'au fort de Dun Angus, qui couronne la plus haute falaise. J'entendais, sans la voir, la mer battre à leurs pieds et le courroux du vent qui les prenait de front et cherchait une issue. Je me disais, tout de même, 100 mètres, et je me croyais à couvert. J'avais tort. Un vent qui prend son élan depuis Terre-Neuve ne s'en laisse pas compter par une falaise, si imposante soit-elle. Plutôt qu'un obstacle, c'est pour lui une devinette dont il connaît depuis longtemps la réponse. Sur la côte ouest et sur les îles, on trouve plusieurs de ces étranges édifices de pierre sèche. Dun Angus est le plus important. C'est un hémicycle qui s'élève en gradin autour d'une arène où la roche a été égalisée et qui est exactement bisectée par l'aplomb de la falaise. Vertigineux à pic là-dessous. Trouver refuge dans une encoignure du fort, les mains et le nez saignant d'égratignures.
Pour la première fois depuis que j'étais ici, j'ai entrevu le soleil par une fugace déchirure dans le drap sale du ciel. Il s'est bien montré 15 ou 16 secondes, le temps de photographier mon ombre pour conserver une preuve de mon passage ici. Ouais, Pierre, je trouve qu'il y a une première chose qu'on pourrait se dire d'abord, c'est que Dieu que la télévision se rebelle si de temps en temps elle laissait le jeu s'exprimer de cette manière. Il y a une économie de mots, il y a une beauté du langage qui fait qu'on a l'impression que c'est écrit pour ces images, alors que ce n'est pas le cas. Oui, mais là, Alex Descotes a fait un très beau travail sur le voyage de Nicolas. Ayant vu ces photos, je sais que ce sont exactement ces paysages-là qu'il a vus, et ça fait pas si longtemps. C'est vrai que l'économie de mots, c'est de la poésie à l'état pur, c'est des gouttes de mercure. Chaque mot a son juste poids et il tombe au bon moment. Puis il faut rappeler qu'il était parti pour faire un reportage sur le whisky qui va se terminer sur un tout autre sujet. Alors ça, c'est classique Nicolas. Le rédacteur en chef de Géo l'envoie sur Islay pour parler du whisky. Nicolas, bon vivant, buveur. On se dit c'est la plume idéale pour nous raconter un petit peu tout ça. Le type va attendre 4 ans, s'arracher les cheveux, téléphoner, va recevoir un tout petit papier sur le whisky entre deux qui est même pas ce qu'on va garder. Et puis 4 ans après, sort un merveilleux texte sur le vent, sur son corps, sur la maladie de nouveau, parce que il est malade comme un chien quand il est à Harran, il est seul et puis malgré sa fièvre ou sa maladie, il va sortir et il va aller encore une fois s'éprouver en demandant à son corps de bien vouloir lui pardonner au moment où il écrit, au moment où il se retrouve dans l'écriture. Philippe Clohagen, 25 ans du Guide du Routard, est-ce que dans le cadre des informations que donne le Guide du Routard, il y a des indications pour aller à la rencontre des écrivains voyageurs de temps en temps ? Oh ben, bien sûr, d'abord parce que ce sont des exemples pour nous. C'est peut-être en rencontrant des écrivains voyageurs lorsque j'avais une vingtaine d'années, même plus tôt, que j'ai eu l'idée du Guide du Routard. Et ce sont des exemples à tous. Je crois que il y a maintenant, pour entrer en contact avec un pays, les images, et Dieu sait qu'il y en a partout, mais il y a une façon peut-être un peu plus intime de rencontrer un pays, c'est par l'écriture, puisque l'écriture, à la différence des images, en tout cas pour moi, ça donne une part au rêve, et on construit soi-même son voyage, on peut l'imaginer, et c'en est vraiment beaucoup plus beau. Alors 25 ans de Guide du Routard, vous arrivez avec le tout dernier né, hein, mais vraiment tout frais celui-là, le Guide du Routard de l'humanitaire. Alors il y a des jeunes, là je suppose que certains d'entre eux peut-être auraient envie de passer les vacances dans un endroit où on peut travailler, ou bien d'autres, moins jeunes d'ailleurs, qui auraient envie de poser quelques actes de solidarité. C'est du commerce ça, ou bien c'est davantage? Alors écoutez, non, c'est vraiment pas du commerce, c'est quelque chose qui était très important pour moi, et c'est d'ailleurs amusant que ce soit ici qu'on en parle pour la première fois, parce que l'humanitaire est né en Suisse avec Henri Dunant, vous le savez bien, et c'est vrai que nous recevons des milliers de lettres au Guide du Routard de jeunes lecteurs qui, à la suite de leurs études, soit ils ont des problèmes de chômage, soit ils savent pas trop sur quelle voie se diriger, eh bien ils veulent bien consacrer 1 an, voire plus, à l'humanitaire. Alors ce Guide du Routard est un peu particulier parce que on se met, vous le savez, toujours du côté de nos lecteurs. Alors on décrit, c'est un b.a.-ba, on explique comment s'inscrire, quelles sont les formations, quels sont les organismes pour ceux qui s'intéressent à l'humanitaire, et puis quels sont aussi les abus. Il y a aussi quelques petits écueils, et je crois que ce Guide du Routard, j'en suis ravi, dénonce certaines choses, c'est pas parce que on fait de l'humanitaire que tout l'humanitaire est bon à digérer, et je crois que c'est un bon exemple pour nos jeunes lecteurs qui veulent consacrer leur temps aux autres, et bien que ce voyage un peu initiatique ne soit pas complètement perdu. D'accord. Vous avez un autre projet, enfin pas un projet, une nouvelle proposition, c'est le nouveau guide suisse. Lorsqu'on est suisse et qu'on lit un Guide du Routard, on est parfois un peu déçu. On se dit tiens, il aurait dû aller là ou là. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment fait pour nous ? Mais bien entendu, moi, ce qui m'a fait très plaisir, d'abord, je vous l'ai dit, ça a été écrit par une équipe suisse, et l'autre chose, il y a beaucoup de lecteurs suisses qui nous ont écrit en disant « mais c'est quand même incroyable que ce soit le Guide du Routard qui m'ait fait découvrir mon pays ».
Personne ne connaît bien son pays. Moi, j'ai découvert des choses extraordinaires sur Paris, alors que c'est ma ville. Disons que le guide du routard a les moyens de ratisser un pays, parce que disons qu'on a plus de temps que la moyenne des gens. On n'est pas plus brillant, on a plus de temps. Et voilà comment je crois que les Suisses peuvent découvrir des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas. Alors, dernière proposition, le guide du routard, Norvège, Suède, Danemark. Celui-là, on y tient tout particulièrement, puisque demain, nous serons à Copenhague pour parler des Danois, pour parler du Groenland. Je suppose qu'il doit y avoir des informations sur le Groenland. Absolument. On va aller vérifier ça sur place. Et si on n'a pas... Jeudi, demain, on est encore entre nous. Voilà, demain, on est encore ici. Vous avez raison, Lisa, je vais trop vite. En besogne, mais disons que ce sera dans 2 jours. On ira vérifier sur place ce qui se passe à Copenhague. Mais moi, je vous propose, parce que Nicolas Bouvier nous a fait admirablement voyager, et s'il avait pu nous emmener, puis s'il avait peut-être collaboré au guide du routard, allez savoir, il aurait peut-être proposé un sujet, non, Elisa? Un sujet au Japon, et un sujet qui a même causé l'admiration des Japonais, puisque eux-mêmes ne comprenaient pas que l'on puisse s'émerveiller devant des épouvantails. Et pourtant, regardez. Au Japon, les épouvantails sont très importants parce qu'il faut protéger le riz à 2 moments, au moment des semis et ensuite au moment de la récolte, quand les épis sont mûrs. Et alors, ça fait 2 moments de l'année où le Japon est rempli d'épouvantails tout à fait curieux qui ont l'air de sortir d'un cauchemar. Il y en a de toutes sortes. Il y a même des épouvantails sonores qui sont faits de petites tiges de bambou creux dans lesquelles coule un filet d'eau et qui sanglotent. Ce sont des machines à sangloter absolument fantomatiques parce qu'elles sont cachées dans les épis. On croit qu'il y a des ghouls ou des fantômes qui rôdent par là. Et puis, il y a également dans le Japon central des villages où on fait des concours d'épouvantails. C'est presque une forme d'art populaire, une forme d'ethnographie qui était, en tout cas, ignorée des Japonais. Les Japonais ne s'en étaient pas occupés. On fait des concours d'épouvantails comme on ferait des concours de beauté ailleurs. Et celui qui a fait la machine la plus monstrueuse et la plus cauchemardesque gagne un prix. Et tout ça se termine par de gigantesques beuveries. Alors, j'ai fait un peu la chasse aux épouvantails dans toute la campagne japonaise. Et je dois dire que c'était une expérience extrêmement amusante. Le premier que j'avais retrouvé, c'était dans l'île d'Awaji. C'était un espèce de grand pirate fait avec une chemise verte et un chapeau de paille qui avait l'air de planer au-dessus de la rizière en la maudissant. Et puis, on en a trouvé, ensuite, ma femme et moi, des types très curieux. Ce sont des épouvantails qui sont faits d'une vieille chemise qu'on fixe sur une jante de vélo. Le tout est fixé sur une corde axiale. En travers de la rizière, ça fait donc d'énormes visages ronds qui tanguent dans le vent, qui tournent sur eux-mêmes, qui basculent, qui sifflotent, qui ont une animation tout à fait désagréable, surtout quand le soir tombe, et qui peuvent être absolument fantomatiques, et qui sont d'ailleurs très, très efficaces. Et on a découvert que, à quel point les Japonais sont didactiques, il y a des méthodes pour tout, n'est-ce pas? On fait des concours pour tout, il y a des méthodes pour tout, on faisait même des concours de paix au Moyen-Âge japonais, n'est-ce pas? Avec des mesures, etc. Et alors, il y a une méthode pour que les naïfs paysans dessinent des épouvantails, c'est en traçant les traits du visage avec les caractères du syllabaire japonais que tout Japonais, fût-il le plus pauvre, et tout Japonais du fond des campagnes connaît parfaitement les 2 syllabaires. Alors, ces épouvantails sont, le sourcil, c'est le signe He, la prunelle c'est no, le nez c'est mo. Et alors ça vous donne une petite figure qui fait heno heno moeji, comme une petite comptine qu'on mémorise et qui permet de dessiner ce visage, qui est un visage assez farce. C'est une sorte c'est plutôt un lutin qu'un fantôme. Ce sont des petits personnages qui font penser à Clay et qu'on voit virevolter au-dessus des rizières, particulièrement dans l'île du Shikoku. Et puis alors j'ai proposé ce sujet à un magazine japonais et je me suis aperçu, j'ai eu la stupeur de m'apercevoir que les Japonais n'avaient jamais pensé qu'il y eut là un thème ou un sujet qui peut être intéressant. Et ça a été à ce moment-là alors pris par un magazine de Tokyo. Mais je regrette de ne pas avoir pu poursuivre cette recherche plus longtemps parce qu'il y aurait un livre à faire avec un monde tout à fait curieux. Voilà, Pierre, vous rappelez que vous allez pouvoir emmener Anne et Philippe à l'exposition. Rappelez où elle se tient et quand est-ce qu'on peut s'y rendre? Alors, elle se tient au musée d'ethnographie à l'annexe de Conches, 7 chemin Calandrini. Elle va se tenir là jusqu'au 23 août. Le lundi est le jour de fermeture. Les autres jours, c'est ouvert de 10 à 5 heures. Et en fait, moi, ce qui me frappe quand je vois ça, c'est de découvrir déjà l'iconographe, hein, de voir Nicolas interpellé par ses écritures et de découvrir que c'est de l'écriture sur
sur l'épouvantail, c'est extraordinaire. Et là, il y a une série où on a redécouvert les premiers tirages que Nicolas a fait au retour du voyage du Japon de ces merveilleux épouvantails. Alors c'est des photos noir-blanc qui ont un peu vécu, mais qui disent très bien ce regard qu'il avait pour les choses. Alors, il est photographe et iconographe. Il écrit à 2 reprises. Il écrit la première fois avec la photographie, ensuite il le dit quand il met en illustration des livres. Alors là, c'est une facette de l'homme qu'on n'a pas pu présenter dans l'exposition, malheureusement. Anne Deria, les voyageurs et les voyageuses prennent d'autres chemins aujourd'hui. Ella Maillard voyage dans Dieu sait quel univers. Peut-être en compagnie de Nicolas, d'ailleurs, ils doivent rigoler un tout petit peu. Est-ce que Anne a le projet de continuer à travailler autour d'Ella Maillard ou vous avez des projets plus personnels? J'ai de toute manière des projets personnels, mais c'est clair que quand j'ai plongé dans la collection des photographies grâce à la bienveillance du musée de l'Élysée, je me suis rendu compte qu'il y a une masse de choses qu'on ne connaît pas. Et ça, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Donc des occasions de vous recevoir. Merci Anne. Merci. Philippe, quels sont les grands projets, 25 ans, les grands projets du Guide du Routard? Vous avez des lieux que vous n'avez pas encore publiés, à propos desquels vous n'avez pas publié un ouvrage? Bien sûr. Alors ça va vous surprendre, puisqu'en septembre, nous sortons pour la première fois un guide des banlieues, puisque si vraiment il y a un endroit qui est très critiqué, en particulier en France, c'est bien nos banlieues. Et en fait, c'est d'une richesse absolument inouïe. Il y a 8 millions de personnes qui vivent dans les banlieues parisiennes uniquement. Et je crois qu'aucun guide n'a daigné s'intéresser aux banlieues. C'est une culture, non seulement musicale, c'est une culture ethnographique, pour rappeler notre ami, ce que disait notre ami Bouvier. Et ça, c'est le grand projet de septembre pour le Guide des Routards. Alors, dernière question hyper classique, chaque fois qu'on vous reçoit, vous partez en vacances maintenant, vous allez où? Je pars en Polynésie. Ah, vous avez changé là, hein? Oui, je change chaque année. Merci de nous avoir reçus, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Pierre, rendez-vous demain parce qu'on continue le voyage ensemble. Merci Anne. Merci.